grand This nombre. meeting is being Et recorded. c'est parti. Et Ok. ça enregistre. Très bien. Ça y est, je vous laisse la parole, Angela Stefania. Oui, alors on va partager un petit peu les choses avec Angela. Tout d'abord, je vais exprimer nos remerciements pluriels aussi de notre part à la rédaction, tout d'abord, pour la confiance dans ces dossiers, pour la direction de ces dossiers, mais aussi pour le suivi vraiment exceptionnel qu'il a assuré dans le montage de tous les articles. Et permettez-moi aussi de remercier en particulier Véronique Estestange aussi pour la mise en forme des articles. Voilà, elle a suivi vraiment dans tous les détails la constitution de ces dossiers. Nos remerciements aussi aux lecteurs, aux lectrices du comité qui était constitué à cet effet et qui ont accepté de travailler comme d'habitude un peu dans l'ombre, c'est-à-dire en acceptant la procédure à double aveugle pour consolider, voire aussi fortifier parfois l'apport scientifique du dossier. Et nos remerciements aussi aux auteurs, dans les contributions, il faut le dire, vont bien au-delà du cadre et des aspects que Angela et moi-même avons mis en avant dans l'introduction du dossier. Ces dossiers naissent effectivement de l'envie, comme a dit Johan, de remettre en valeur une sémiotique de l'art, et notamment une conception sémiotique d'une pensée sur l'art, mais aussi une pensée en art, dans l'art et par l'art, voire une pensée art ou un art pensé, comme le disait Hubert Amiche. Donc, à contre-courant d'une tendance fascinée par l'emploi massif des images, qu'elles soient artistiques ou non, qui circulent dans les médias, dans certaines approches soi-disant anthropologiques, mais aussi dans certains discours académiques qui tendent à égaliser, pour ne pas dire à noyer, le travail de l'œuvre par rapport à celui de la circulation des images. Il nous a apparu nécessaire de reprendre et d'essayer de mieux comprendre la question de l'épaisseur de l'art. Tout d'abord, cela amène à mettre en valeur la question du sensible, qui parfois a été écrasée par des lectures sémantiques, voire essentiellement interprétatives. Plus précisément, c'est la question de la substance sensible qui a bien une dimension esthétique, on peut parler des plaisirs ou des déplaisirs, ou même des valeurs hédoniques, mais aussi morphologique, perceptive, et je dirais même infraperceptive, si on essaie de aussi relier cela aux dernières avancées de la neurophysiologie et en conception donc bioéconomique du vivant. Et donc cette dimension sensible s'articule par des dynamiques concomitantes qui se posent à divers niveaux, qui se superposent, qui se chevauchent, qui sont complémentaires, mais aussi parfois divergentes, conflictuelles, et donc qui investissent l'œuvre à plusieurs moments et sous différents regards. Les analyses qui ont été réunies dans ces dossiers en témoignent. L'œuvre est le lieu des condensations des dynamiques temporelles, iconologiques, affectives, mnésiques et sociopolitiques. On pourrait alors penser l'épaisseur comme un modèle régulateur du tressage que la peinture met en œuvre, mais pas que la peinture, Damisch lui-même ouvrait à d'autres médiums. Sur ces points, il nous est apparu, à Angela et moi, que les contributions trouvaient un moment de rencontre justement sur cette question de l'épaisseur.
les diverses recherches, mais aussi les travaux récents, il faut le dire, d'Angela sur la temporalité et les miens en direction du morphodynamisme dans la saisie esthétique et esthétique, nous ont amené à mettre en exergue les concepts d'épaisseur en art, d'épaisseur de l'œuvre, d'épaisseur à l'œuvre. De ma part, je tiens à préciser que cette épaisseur des gestes matériels sur lesquels se bâtissent des systèmes de relations, de connexions, systèmes qu'il faudrait être en mesure de concevoir comme jamais vraiment stables, mais plutôt dynamiques, en transformation continue, créent des constellations, des mises en série, toujours renouvelées, toujours renouvelables, que cette épaisseur, je disais, est fonction des regards qui la traversent en profondeur, voire des fissures, comme le disait Damisch. J'insiste sur ces termes de fissures, car les œuvres ne cessent de craqueler le système préétabli, le système précédent, démontrer les forces agissant dans la matière. Il s'agit donc d'une plasticité qui est intrinsèque ou déploiement du potentiel de l'art. Voilà pourquoi on ne peut pas simplement parler d'œuvres denses ou polysémiques ou des superpositions, des sédimentations, mais cette notion d'épaisseur, on peut la concevoir de manière vraiment active, comme agissant par rapport aussi à sa réception et à son contexte. Voilà, je passe la parole à Angela. Merci Stéphania, merci à tous, merci à moi aussi à Véronica qui a été vraiment précieuse, à Juan pour l'invitation. C'était un honneur, on le dit toujours, c'est un honneur, mais c'est un honneur, je crois, vraiment de penser un numéro pour Axémiotique et on espère de l'avoir fait de façon au moins intéressante, on verra. Mais comme l'a dit Stéphania, je voudrais tout simplement souligner un peu l'aspect stratégique, si vous voulez, de ce numéro. C'est-à-dire que, bien sûr, disons, la sémiotique des arts, la sémiotique visuelle, mais des arts surtout, ça doit d'être un peu double face, non, en ce moment. C'est-à-dire, bien sûr, tourner vers les modélisations, vers la réflexion interne à la sémiotique, mais je crois que Stéphania partage l'impression avec moi aussi à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a commencé l'introduction. Dans l'introduction, nous avons mentionné un peu le fait que dans les derniers, désormais 30 ans, depuis la moitié des années 90, il y a eu une prolifération d'approches des études visuelles même depuis les années 80, les connecteurs, la Bildwissenschaft germanophone, etc., qui, comment dire, redécouvre quelque chose que pourtant la sémiotique avait élaboré de façon très approfondie, très sophistiquée, très dynamique, non, depuis la fin des années 70 de façon explicite. Donc, déjà, comment dire, l'idée de faire connaître à nos collègues de ces domaines avec lesquels nous avons, je crois, beaucoup d'entre nous, des dialogues très serrés, de faire redécouvrir, si vous voulez, la sémiotique des arts. C'était un peu tout simple que ça, l'idée c'était tout simple que ça, mais je crois que parfois il faut aussi des moments un peu comment dire, des stratégies politiques, si vous voulez, de relancement de quelque chose. Et disons, c'est pour ça que nous avons aussi voulu revenir sur des critiques, des accusations encore vraiment paradoxales, mais malheureusement bien existantes contre la sémiotique. On parle du fait, par exemple, que la sémiotique est appliquée à l'art, la sémiotique qui s'interroge, qui explore et qui interroge les œuvres d'art, est encore au fond une science de la signification au sens presque iconologique du terme, qui est vraiment paradoxal, et qu'elle renvoie à tout ce qui est matérialité ou logique du sensible à l'idée de, par exemple, James Elkin dit subsémiotic mark, non? Tout cette idée est subsémiotique. Ce qui pour nous est absolument, je veux dire, vraiment paradoxal. Sauf que, comment dire, c'est important, il nous semble, de
aussi d'établir quelques dialogues avec des collègues. On a sollicité, par exemple, des collègues germanophones où on est en train de traduire, par exemple, maintenant, les travaux de Damisch. Tout marin a été traduit. Donc, c'était aussi de revenir un peu en dialogue avec des collègues intéressés aux sémiotiques au pluriel, disons, parce que chacun et chacune, naturellement, a eu ses interlocuteurs, a eu ses lectures et ses façons de travailler. Et dans cette perspective de rapport avec, disons, les autres domaines, il nous a semblé aussi intéressant le fait que ceux qui se sont occupés ici d'analyse, entre guillemets, c'est un peu réducteur, je trouve le terme, disons, d'interrogation d'œuvres, des corpus, ont produit dans ces numéros, il me semble, vraiment une nouvelle compréhension des objets. Et cette nouvelle compréhension des objets est tout à fait compréhensible par des gens qui travaillent dans une certaine histoire de l'art, par exemple. Parce que là aussi, mais vous nous direz ce que vous en pensez, parce que je suis plus intéressée à vous écouter qu'à vous dire quelque chose, c'est seulement des remarques. Mais il me semble que comme nous, on n'aime pas être réduits à cette idée molaire de sémiotique, aussi l'histoire de l'art, il y a plusieurs histoires de l'art. L'histoire de l'art dans Michael Fried n'est pas naturellement l'histoire de l'art d'une certaine histoire de l'art philologique italienne, par exemple. Non? Donc, envers ces approches, je crois que la façon que nos auteurs et autrices ont eu de déplacer l'interprétation de certains objets est vraiment précieuse de notre point de vue. Et en particulier, disons, si vous avez un peu traversé les articles en partie ou en totalité, vous verrez qu'il y a en effet la constitution des corpus qui se passe de toute fausse évidence ou cohérence thématique, par exemple, ou strictement figurative ou iconologique, pour aller vraiment pour reconstituer des nouvelles séries, des nouvelles généalogies. Je m'excuse si j'en mentionne seulement quelques-unes, mais par exemple, l'idée qu'une œuvre de Marina Abramović des années 70 puisse faire série avec une œuvre de 2010 n'est pas tout à fait évident pour les critiques d'art contemporain, qui séparent ces objets sur des bases biographiques, disons la pire hypothèse, biographique ou bien thématique ou bien de style, entre guillemets. Je comprends que, disons, pour les côtés de modélisation antérieure à la sémiotique, cela ne soit pas vraiment central, mais il l'est, je crois, pour notre présence dans les domaines des études, soi-disant études visuelles ou théorie des images au pluriel. Donc, il m'a semblé cette idée, cette nouvelle généalogie, cette nouvelle série, me semble là, pour ma part, j'étais très contente de ces résultats dans les numéros qui, comme disait Stéphania, n'étaient pas, comment dire, la mérite est aux autrices et aux auteurs. Et une dernière chose qui a à faire justement avec ces modèles de temporalité dont Stéphania parlait. On a ces titres d'épaisseur, naturellement, et aussi cette idée de revenir vers Damisch ou Marin, va aussi dans la direction de souligner qu'une sémiotique des arts peut proposer, et de façon très rigoureuse, à l'histoire de l'art et aux études visuelles des modèles de temporalité alternatifs. Non? Et j'avais mentionné dans l'introduction cette figure, ces modèles topologiques, au fond, que Damisch mentionnait. Et je vous le cite tout simplement pour pour clôturer les discours. Il parlait, Damisch, de ces tissages, tressages. On a traversé plusieurs textes. Il y a un article de Helga Lutz, collègue allemande, qui revient sur en détail sur ces propositions d'Amichen, donc l'utilisation de certaines figures en tant que modèle topologique pour comprendre et proposer ces nouvelles généalogies temporelles. Il nous dit, il décrit ce tissage, tressage propre à l'œuvre d'art,
Il parle des relations entre Picasso et Monet, par exemple, comme un travail, je le cite, qui aura eu le mérite de rassembler une fois encore tous les fils de la tresse, de les rassembler ces fils en eux-mêmes singulièrement retors, tout en repliant la tresse sur elle-même pour atteindre en une expérience cruciale au précipité que je dis, parce qu'il parle de l'œuvre d'art en tant que précipité. Fin de citation. Or, l'image d'un tressage se repliant sur lui-même nous a semblé vraiment très intéressant et on a espéré, et en partie les articles l'ont fait, que ce tressage se développe à partir de ces analyses, parce qu'avec la force imageante du modèle topologique, Damisch pense l'épaisseur des temps immanente à l'œuvre d'art. C'est une image qui relie et articule la pluralité constitutive de la texture sémiotique de l'œuvre, les brins, la progression diachronique, les tressages, une tresse est diachronique, elle se développe dans les temps, mais aussi les contacts qui s'établissent entre des temps différents et des objets éloignés, parce que la tresse se replie sur elle-même. Et même si, comment dire, même les articles qui n'ont pas directement thématisé la question de la temporalité, des temporalités plurielles de l'œuvre, ont quand même proposé beaucoup de ce tressage qui se touche, non? Je disais deux œuvres éloignées de Marina Abramovic, mais aussi Jasper Jones par rapport à Grunewald et bien d'autres. Et c'est là, je dirais que c'est seulement une pensée sémiotique qui peut le faire. Donc, si on n'a pas, comment dire, les prismes des relations théoriques, on ne peut pas déplacer les diachronies qui malheureusement sont encore très, très établies en histoire de l'art et en théorie des arts et même en études visuelles, qui ont une approche très thématique, je trouve, non? Qui forment des corpus à base souvent, très souvent thématique, strictement thématique. C'était un peu ça l'intention et voilà, donc j'espère que vous nous direz ce que vous en pensez et je remercie encore vraiment les autrices, les auteurs, Juan, Veronica et surtout Stefania qui m'a vraiment invité à faire ça. Grazie mille. La parole à vous, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci Angela. Peut-être ça vaudrait la peine justement de dire le nom de tous les auteurs qui ont contribué. C'est peut-être Ilala, Véronica, peut-être. Oui, oui, et je voudrais aussi dire quelques mots après la lecture, relecture et travail attentif sur les textes que j'ai fait avec grand plaisir avec Stefania et Angela, que je remercie beaucoup vraiment pour cet échange que nous avons eu avec Juan aussi. Donc, les auteurs, Maria Cristina Adis, Lucia Corin, Stefania Caliandro, Tarcisio Lancioni, Helga Lutz, Lucien Massaer, Angela Mengoni, Herman Parret. Et il y a un article de moi-même aussi. Donc, je tenais à dire leurs noms aussi pour que vous les ayez en tête. Et je voudrais dire également qu'il me semble que l'originalité de ce numéro par rapport aux travaux qui ont été déjà développés en sémiotique réside dans le fait qu'il propose moins une théorie sémiotique de l'art ou une réflexion sur ce qui serait l'essence de l'art, qu'un questionnement qui porte sur la sémiotique elle-même face à des problématiques et des créations artistiques spécifiques, et aussi un questionnement sur les méthodes et les outils que notre discipline doit affiner, approfondir ou développer pour rendre compte de ces objets. Donc, il y a des œuvres, dans ce numéro, il y a des analyses d'œuvres très diverses, allant de la Renaissance à l'art contemporain, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine. Et à travers ces œuvres, ces profils des problématiques telles que le passage, comme on l'a dit, du figuratif au plastique, la véridiction, la représentation et ce qu'on appelle l'irreprésentable, mais d'un point de vue sémiotique, la question de la citation, la topologie, l'inconsistance et la mollesse d'un point de vue sémio-phénoménologique. Mais la spécificité de ces numéros réside dans le fait que ces problématiques qui ne sont pas nouvelles, confrontées à des œuvres artistiques qui les convoquent, demandent justement un traitement particulier. Et donc, je pense que le grand mérite de l'originalité de ce numéro réside dans le fait que les œuvres sont abordées en tant que telles,
non pas d'une manière déductive, en surplombant à travers une théorie générale l'ensemble d'un vaste corpus, mais plutôt d'une manière inductive, en déduisant de chaque œuvre, de chaque analyse spécifique, c'est qu'elles peuvent apporter à la sémiotique. Donc, non seulement ce que la sémiotique fait à l'art ou à la théorie de l'art, mais ce que l'art fait à la sémiotique. Et de mon côté, bon, le titre très, très suggestif de l'épaisseur à l'œuvre, le sous-titre de ce dossier, je l'interprète aussi comme, bon, vous l'avez dit, mais c'est l'idée de l'œuvre dans toute son épaisseur. Et donc, l'idée, c'était de révéler l'épaisseur sémiotique de chaque objet artistique considéré en lui-même et la manière dont la sémiotique peut rendre compte de cette épaisseur. Donc, justement, non pas tellement, ça a déjà été fait, mais une théorie générale, mais plutôt une démarche qui part de l'œuvre pour aller vers une réflexion qui peut apporter des outils précieux pour la sémiotique et pour d'autres disciplines. Donc voilà, seulement vous remercier encore et inviter les lecteurs et les futurs lecteurs à découvrir ce numéro passionnant. Je me permets d'ajouter juste une petite note sur la liste des auteurs, car en fait, mon article. Il m'a manqué quelqu'un. Ah non, c'est un entretien avec Francis Edeline que je n'ai pas mentionné. Oui, et en effet, c'était un très grand échange. C'était un plaisir de travailler avec Francis, c'était d'une générosité, d'une richesse, et dont j'ai découvert il y a quelques années seulement, voilà, aussi une pratique artistique qu'il développe à côté de ses autres multiples intérêts, entre autres aussi la poésie concrète. Merci, merci Véronica. Stéphanie, peut-être on peut reprendre l'ordre qu'on avait affiché dans la fiche. Donc Anne, si tu veux commencer. Oui, merci beaucoup. Je voudrais faire un partage d'écran pour qu'on aperçoive au moins quelques œuvres. C'est bon, tu peux. Est-ce que vous voyez? Oui. Je remonte. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Merci surtout aussi pour ce dossier que j'ai trouvé vraiment, vraiment important, vraiment intéressant. Et notamment, comme le dit Véronica, pour sa façon, parce qu'il montre comment l'art peut interroger la sémiotique, comment il nous renvoie à des interrogations. Alors, ce dossier est intéressant, bien sûr, parce qu'il revendique un attachement à l'art. Il aurait pu s'inscrire en sémiotique visuelle, en soulignant la mobilisation de la modalité visuelle, dont on sait bien qu'elle n'est pas l'unique modalité sensible qui est utilisée pour la perception des œuvres, même si celle-ci se donne de façon privilégiée à travers le visuel, et en particulier à travers les synesthésies. Ce dossier pouvait également revendiquer une inscription dans la sémiotique de l'image, ce qui sous-entend l'élection non d'une modalité sensible, mais d'un support et d'un objet, en laissant de côté une distinction qui n'a pas été faite par la sémiotique, mais par Mitchell, à partir des deux termes de la langue anglaise qui désignent l'image, entre l'image support, le picture, et l'image mentale ou poétique qui échappe à la matérialité, l'image. La sémiotique de l'art se consacre aux œuvres de toutes sortes, et pas seulement celles qui ont deux dimensions, en s'attachant à ce statut artistique par opposition au statut scientifique, médiatique, documentaire, etc. Et cette étude s'appuie sur diverses disciplines, l'histoire de l'art, on en a déjà parlé, l'esthétique, la critique littéraire ou les arts plastiques essentiellement, ce qui renvoie à des épistémologies différentes et introduit, il me semble, en tout cas c'est mon expérience, un cadre toujours assez polémique. Et si je peux me permettre une remarque personnelle, alors que j'étudie des corpus d'images et d'objets divers, artistiques, scientifiques, médiatiques, c'est toujours l'étude des œuvres qui suscite les évaluations les plus critiques, les critiques les plus incisives, qui soulignent en gros que je n'ai rien compris à ces œuvres. Alors, il faut bien sûr accepter ces critiques, mais il faut aussi faire la part des choses, il me semble, et comprendre aussi qu'elles disent que les œuvres sont intouchables, elles sont considérées comme intouchables, qu'elles suscitent un sentiment d'appartenance particulier qui semble exclure tout partage et surtout qui les soustrait à toute velléité d'analyse. C'est comme si on ne pouvait pas les toucher, on ne pouvait pas en parler, on ne pouvait pas formaliser surtout quelque chose. Voilà, surtout le formalisme qui va être attaqué. Pourtant, situer ce dossier dans le champ de la sémiotique de l'art témoigne d'un effort pour donner une place à l'œuvre, chercher à la caractériser et à saisir sa façon de signifier, ce qui est une façon de se demander aussi
Pourquoi l'art nous importe tant? L'art a-t-il un statut spécial dans la vie sociale? Et quel est ce statut? On pourrait d'abord accorder aux œuvres l'autorité que leur confère leur beauté. On avancerait également que l'art est un laboratoire où se définissent les valeurs qui seront et qui sont déjà pratiquées par les autres domaines de la vie sociale. En quelque sorte, vis-à-vis de la construction des valeurs, l'art serait à la recherche fondamentale, ce que les autres domaines sont à la recherche appliquée. Il est plus exactement le lieu d'élaboration de la métavaleur, je préfère à la notion de valence. Autrement dit, la valeur des valeurs d'une communauté, le lieu où elle se demande, par des symbolisations qui sont des équivalences des formes de vie de cette communauté. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui vaut? Alors l'art participe en outre à la construction de notre regard social, pour autant qu'il fournit un guide d'apprentissage de la réalité ambiante. Lévi-Strauss, dans son entretien avec Charbonnier, mais également Moholy-Nagy, ont par exemple livré des commentaires concordants sur la façon dont l'impressionnisme a préparé le regard de ses contemporains et les a accoutumés à un nouveau monde marqué par l'urbanisation et la machine, où la place de la nature est reconsidérée. Les formes de l'art nous habituent à un monde en transformation. Elles nous apprennent à vivre dans notre époque, en ciblant les points critiques où cette époque bascule dans l'inconnu. Avec cette idée de transformation, on induit une avancée qui associe le mouvement de l'art à la flèche du temps en esquissant une histoire de l'art marchant au pas de la société. L'idée d'une avancée doit cependant être réservée à l'art des sociétés que Lévi-Strauss qualifie de moderne, par opposition aux sociétés qu'il dit primitives. Ce dernier reproduit des formes construites collectivement, en proscrivant une nouveauté comprise comme une rupture du lien collectif. Alors que l'art des sociétés, qu'il dit moderne, introduit une individualité génératrice de nouveautés. D'où l'importance de la nouveauté, que Benjamin considérait déjà comme une nécessité, d'où la néophilie qui caractérise les arts du XXe et du XXIe siècle. Alors, cette nouveauté désigne une avant-garde en éludant ce qu'il faudrait appeler une arrière-garde dont on ne parle pas souvent. Des formes s'élaborent, auxquelles nous nous accoutumons, en même temps qu'elles nous accoutument à un monde en germination. Et ces formes perçues comme des nouveautés, bientôt familières, sont naturalisées. En quoi consiste précisément cette nouveauté? Elle est à vrai dire tout à fait paradoxale. Comme l'ont indiqué Bastide et Fabry à propos des procédures de découverte scientifique, on pourrait avancer qu'elle n'offre pas un objet véritablement nouveau à la perception, mais seulement une propriété invue, pas encore mise au jour. Dans le domaine de l'art comme dans celui des sciences, qui est marqué par la rivalité des laboratoires, l'effort tend vers le pas encore fait, synonyme de pas encore vu. Et plus exactement, il faudrait associer la nouveauté artistique à une reconnaissance, en relisant les pages admirables de Bergson consacrées à l'image. Il argumente tout d'abord la difficulté à produire du nouveau. Certes, ce qui caractérise l'image, dit-il, c'est la force de négation qu'elle porte en elle. Néanmoins, pour faire comprendre le nouveau, force est bien de l'exprimer en fonction de l'ancien. Et Bergson explique, à quoi vise l'art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience. Le poète et le romancier qui expriment un état d'âme ne le créent certes pas de toutes pièces. Il ne serait pas compris de nous si nous n'observions pas en nous, jusqu'à un certain point, ce qu'ils nous disent d'autrui. En somme, le pas encore vu réfère à du déjà vu en nous. Et se concentrant sur la peinture, celle de Turner et de Corot, où se dévoile, dit Bergson, le plus nettement la fonction de l'artiste, il observe que si nous disons certaines œuvres vraies, si nous les acceptons et les admirons, c'est que nous avions déjà perçu quelque chose de ce qu'ils, Turner et Corot, nous montrent. Mais nous avions perçu sans apercevoir. Le peintre a isolé cette vision. Il a si bien fixé sur la toile que désormais, nous ne pourrons nous empêcher d'apercevoir dans la réalité ce qu'il y a vu lui-même. Et Bergson explicite ainsi cette impression banale et pourtant extraordinaire que nous avons sans doute tous éprouvée, que telle œuvre nous parle à nous, que nous observons grâce à elle quelque chose en nous. Il indique comment l'art nous amène à reconnaître ce que nous n'avions pas encore vu, à apercevoir ce que nous avions seulement perçu. Et cette nouveauté est paradoxale car elle entremêle certes du pas encore et du déjà, mais surtout le percevoir et l'apercevoir, en introduisant une marque incoative, inaccomplie, une instabilité, une forme d'interpellation subjective, signalant ce commencement. J'aperçois un événement se produit dans la perception et quelque chose commence pour moi. Cette nouveauté, cette impression de découverte qui dissimule en fait une reconnaissance, se manifeste selon les modes d'efficience du parvenir ou du survenir définis par Zilberberg. Quand une grandeur fait irruption selon un tempo vif, explique-t-il, le mode d'efficience correspond au survenir.
Et quand elle s'installe selon un tempo lent, elle s'insinue en catimini, ce sont ces termes, c'est un parvenir. C'est le mode du survenir qui retient particulièrement son attention lorsqu'il observe le style du survenir de Francis Bacon, commenté par Deleuze, ou le bondissement inquiet du baroque, commenté par Wölfflin. Ce survenir caractérise l'événement, défini plus exactement comme un syncrétisme du survenir pour le mode d'efficience, de la saisie pour le mode d'existence, de la concession pour le mode de jonction. Ce sont toujours les termes de Claudine Borberg. Ainsi envisagée, la nouveauté artistique introduit une rupture dans la perception, une rupture prosodique puisqu'elle marque un changement de tempo. Non seulement quelque chose nous devance et nous porte en avant, ce qui pourrait prendre la forme du parvenir et donc passer inaperçu, mais cette chose marque un écart par rapport à ce que l'habitude a déjà transformé en convention, un écart vis-à-vis de l'ordre établi. Zilberberg définit encore l'événement comme une brusquerie efficace. Il est efficace car il est créatif, producteur d'une différence et capable d'élargir le sens. Mais il fonctionne aussi comme une interpellation susceptible d'être considérée comme une provocation esthétique. Alors cette provocation est-elle l'apanage des œuvres d'aujourd'hui? Elle peut être produite par des œuvres anciennes qui nous confrontent à des formes de vie paraissant inédites, alors quand bien même elles étaient familières à nos ancêtres. C'est comme si la symbolisation ne fonctionnait plus, comme si la naturalisation ne fonctionnait plus. Et ces œuvres anciennes nous semblent toutes neuves. Elle peut aussi être produite par des œuvres non occidentales, témoignant d'une différence qui serait alors spatiale et non plus temporelle. Il faudrait alors distinguer la provocation culturelle due à la découverte d'une œuvre éloignée dans le temps ou dans l'espace, portée par une différence culturelle, et une provocation qu'on pourrait qualifier d'avant-gardiste, portée par une intentionnalité novatrice. À chaque fois, pourtant, le choc de la découverte est vécu comme une interpellation sémantique par l'observateur. À chaque fois, c'est son rapport à la connaissance qui est interrogé. Alors, comment fonctionne cette provocation esthétique? La provocation est avec la tentation, l'intimidation et la séduction, l'une des 4 versions de la manipulation selon Grémas. Elle vise à recueillir l'adhésion de l'observateur, mais à la différence de la séduction, cette autre manipulation dite de sujet, qui introduit un jugement positif, elle introduit un jugement négatif, susceptible en l'occurrence d'être glosé comme « tu es incapable d'accepter cet objet comme une œuvre d'art ». La provocation esthétique reproduit le syncrétisme objectal de l'événement décrit par Zilberberg, pour autant qu'elle croise l'effet de choc du survenir, le mode de présence abrupte de la saisie, et pour la jonction, le mode de la concession, qui illustre le « bien que », malgré que, quand même. Elle n'est jamais aussi efficace que lorsqu'elle s'empare dans un but de manipulation de la valeur la plus immédiatement associée à l'œuvre d'art, la beauté. On peut penser au recueil de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, dont un poème décrit une charogne, par exemple. Et sans entrer dans une discussion qui dépasserait le cadre de notre échange, on avancerait que la problématisation de la beauté par Baudelaire a permis de lui associer de multiples synonymes, l'élargissement du sens approchant l'adjectif beau, d'intéressant, intelligent, puissant, nouveau, voire de la laideur extrême. Et toutes ces propriétés participent au jugement esthétique en donnant seulement un autre nom à la beauté. Alors, de telles extensions exemplifient la concession zilberbergienne, dans la mesure où elles mettent en équivalence 2 contraires axiologiques. Par exemple, la virtuosité et la gaucherie, la préciosité et la vulgarité, et même l'intelligence et la bêtise, par exemple. De nombreux exemples viennent ici à l'esprit, comme celui des portraits de Glenn Brown qu'on voit ici, qui nous confrontent à des êtres au visage ravagé, littéralement défigurés. Il nous interroge sur l'acceptabilité de ces alter-ego, tout en proposant, par des reprises d'Honoré Fragonard, de Joseph Beuys ou de Georg Baselitz, notamment, de reparcourir l'histoire du portrait depuis le XVIIe siècle. La laideur élaborée par les déformations de la reproduction et la superposition de couches de peinture est ici une provocation qui nous invite à retrouver le chemin de l'histoire de l'art pour y inscrire finalement l'œuvre de Brown. Alors, bien d'autres exemples pourraient illustrer cette rhétorique antiphrastique. L'œuvre de Lucio Fontana, par exemple, qui dans ses concetti spaziali perfore ou fend la surface de la toile dans un geste qui emprunte à la destruction, mais s'avère cependant créateur, au moins parce qu'il ouvre une 3e dimension. Celle de Daniel Buren, qui s'appropriant la rayure connotée négativement depuis Pastoureau, enfin commentée par Pastoureau, en fait une signature qu'il reproduit avec des variations de support, comme pour problématiser ou renier la néophilie de l'art. Une provocation très commentée est sans doute celle de l'œuvre de Maurizio Cattelan, de Comédiane, dont une version a été achetée par le musée Guggenheim. Cette banane fixée par du sparadrap sur une simèse a donné lieu à une performance artistique consistant à manger la banane, ce qui a pris le sens d'une seconde provocation. L'ouverture sémantique porte ici sur la modestie de l'objet et l'écart entre sa valeur d'objet d'usage et d'objet d'art, son caractère périssable et son statut de nourriture notamment, qui peuvent être considérés comme des ajouts
aux apports antérieurs du ready-made. On avancerait néanmoins que si la provocation emprunte clairement à la concession, c'est une œuvre, bien que ce soit une simple banane, il serait possible d'y associer également le mode de jonction de l'implication, dans la mesure où, en tant que nourriture, la banane appelle finalement la dégustation à la façon d'une affordance, en prenant le sens d'une manipulation par le faire-faire. Et ce caractère très prévisible, finalement, de la performance artistique, provoquée par The Comedian, se doublerait d'une critique rappelant le précédent que constitue l'œuvre de Yoko Ono, intitulée Apple, une pomme posée sur un socle qui fut croquée par John Lennon en 1966. Ce caractère antiphrastique traverse également l'œuvre de Gaston Chessac, ce sera mon préféré dans cet ensemble. Peintre qui se disait rustique moderne et non brut, parce qu'il avait des liens avec l'histoire de l'art, il avait d'ailleurs beaucoup d'échanges avec les artistes de son temps, qui dessine des visages, des esquisses de visages, en faisant mine de s'acquitter de toute habileté, sur des supports très modestes, des bouts de carton quelquefois, des feuilles de carnet remplies sur les deux faces, même s'il y a aussi des tableaux et des feuilles de papier plus académiques, si on peut dire. En tout cas, ces quelques exemples suffisent à montrer qu'il ne s'agit pas de choquer l'observateur, pas seulement de choquer le bourgeois. Il s'agit d'une intentionnalité avant-gardiste et d'une rhétorique avant-gardiste. Chacun de ces exemples interroge un critère de définition de l'art essentiel, pas seulement la beauté, mais l'unicité et la reproductibilité pour le ready-made. Des critères comme le prix du matériau, la notion de travail, la subjectivité de l'artiste et le prix de sa main qui ont été discutés par Baxendale notamment et associés à l'institutionnalisation de l'art. Autrement dit, à travers la liaison de l'antiphrase et la proposition de réconciliation mythique des contraires, le beau versus le laid, l'habileté versus la maladresse, notamment, l'œuvre guide vers les bonnes questions, celles qui mettront sur la piste de la définition d'un objet d'art. Quelles propriétés en font une œuvre après tout? Pourquoi cet objet est-il une œuvre d'art? Viennent à l'esprit les qualificatifs du contemporain donnés par Agamben. Il produit un déphasage, un anachronisme, dit-il. Et cette terminologie fait écho à celle qui est employée par Zilberberg lorsqu'il décrit l'événement et le survenir, comme faisant apparaître la figure telle une intruse, une étrangère. Et ceci nous permettrait d'avancer que la provocation esthétique, qui met en équivalence des contraires pour nous mettre sur la voie du sens, procède à un double mouvement. Elle renvoie très simplement à une étrangeté, une étrangèreté vis-à-vis de l'histoire de l'art. Toutes ces œuvres nous semblent extraterritoriales presque, mais elles préservent nécessairement, par le principe antiphrastique, les liens avec l'histoire de l'art pour la réinterroger. La provocation emmène en somme en terre étrangère, mais pour mieux nous ramener dans l'intimité de l'histoire de l'art. Voilà. Merci beaucoup pour cette petite proposition qui fait écho au principe du craquellement qu'a évoqué Stéphania, à la craquelure. Merci beaucoup. Merci Anne. Peut-être on pourra à la fin, quand il y aura d'autres interventions, reprendre aussi des questions autour de différentes interventions. Donc peut-être on passe la parole à Jacques selon l'ordre qui était prévu dans la fiche. Merci, merci. Merci d'abord aux auteurs, enfin, aux responsables de ce dossier qui ont fort bien travaillé. Véronica qui a beaucoup contribué à l'état dans lequel on le trouve, et puis à tous les auteurs. Et ma contribution va être en quelque sorte un retour aux auteurs. Je vais m'intéresser pratiquement exclusivement à ce qu'il y a dans ce dossier, d'autant plus qu'en matière d'art, je ne crois pas que j'ai une compétence qui mérite d'être mentionnée. Et donc, voilà, je vais me pencher sur ce qui est proposé dans cet ensemble de contributions. Alors, une petite anecdote, dans un colloque ou séminaire, peu importe où je participais récemment, un sémioticien chevronné, de grande expérience et qu'on ne peut pas soupçonner de complaisance, enfin en tout cas je n'ai aucune expérience de sa part de complaisance, m'a dit « Oh mais les actes sémiotiques sont d'un excellent niveau en ce moment, vraiment ». Alors évidemment, malicieusement je lui ai dit « Tu crois que c'est en raison de la nouvelle équipe ?» il a été un peu gêné et il ne voulait pas me répondre. Et donc pour le sortir de cette gêne, que ma petite provocation avait suscité, je dis ça c'est visiblement en raison du dossier qui est dans le dernier numéro paru. Mais oui, vraiment, il est excellent. Voilà, petite anecdote donc qui vous dit qu'il attire l'attention, ce dossier. Les deux responsables de ce dossier, Stéphania et Angela, en jouant
dans une petite figure de rhétorique sur la syntaxe et écrivant l'épaisseur à l'œuvre, peut-être évite d'assumer entièrement l'évidence théorique de leurs propos et de leurs propositions, c'est-à-dire l'épaisseur de l'œuvre. Moi, je vais m'intéresser à l'épaisseur de l'œuvre comme un motif théorique et méthodologique qui mérite d'être creusé du point de vue d'une sémiotique structurale. D'ailleurs, l'essentiel des contributions qui suivent développent très clairement ce motif théorico-topologique, cette épaisseur de l'œuvre d'art, qui d'ailleurs peut s'entendre en plusieurs sens. Et je vais commencer par évoquer ce qui, dans le dossier, constitue déjà une diversification. Le premier de ces sens, qui d'ailleurs ne pose pas beaucoup de problèmes à mon sens, est celui qui est associé aux œuvres en 3 dimensions dans un espace phénoménologique de l'expérience offerte par une présentation in situ, comme par exemple le cas des installations, c'est ce que travaille Parrett par exemple, ou dans le cas de l'art corporel, c'est ce que travaille Addis. Le second, dont l'abord est un peu plus délicat, est celui des relations dans le temps, dans l'espace de l'expérience, entre la manifestation immédiate de l'œuvre, qui est fixée sur un support, avec bien d'autres manifestations concomitantes, passées, futures, proches, lointaines. Il s'agit alors d'associations de type intertextuel, interpictural ou intersémiotique sur le mode de la citation, de la mention ou de la reconfiguration. Ce sont les contributions notamment de Lancioni et Coren, ou de la mémoire et de la présentification de l'absence, ça c'est la contribution d'Este-Estange, voire du témoignage, c'est ainsi que je vois la contribution de Mengoni. Voire, ça j'en ai moins trouvé l'exemple, de la concurrence entre esthétique et stratégie d'hégémonie socioculturelle, comme l'aurait mis en évidence, ou l'a déjà mis en évidence Bourdieu. Donc dans ce second cas, l'épaisseur consiste en un assemblage de dimensions hétérogènes, de manifestations hétérogènes, dont la réunion dans une œuvre ou une série d'œuvres, ainsi que les traductions, transpositions internes qui assurent leurs associations entre ces manifestations, produisent quelque chose comme l'effet de l'art. Et je prends pour exemple un cas un peu particulier, mais très révélateur, le cas de la transfusion, qui est une forme de transposition-traduction, évoquée par Este-Estange à propos de la post-mémoire, ou encore les collages et les montages et les réinterprétations ultérieures que décrit Coren. Alors, il reste le troisième sens, qui, à mon sens, est celui qui comporte le plus fort potentiel d'innovation méthodologique, troisième sens de l'épaisseur. Il s'agit très précisément, dans la méthode d'analyse, de substituer l'épaisseur, c'est-à-dire des couches accumulées et enchevêtrées, au seul plan du tableau, comme base méthodologique. Plusieurs motifs topologiques sont évoqués dans le dossier, et principalement, d'un côté, le tressage, par Caliandro et Mengoni, et par Lutz ensuite, et aussi les schèmes figurodynamiques, comme l'ombilique hyperbolique et les renversements-retournements traités par Massart. Dans ce cas, l'épaisseur sémiotique de l'œuvre renouvelle profondément la conception même de l'œuvre visuelle et de la sémiotique qui s'en occupe. Il ne s'agit plus ni d'une sémiotique planaire, une expression de Floch, ni d'une sémiotique exclusivement visuelle, ni enfin d'une sémiotique de l'espace figuratif produit par la perception immédiate, je précise immédiate. Il s'agit d'une sémiotique topologique qui constitue le plan d'expression d'une sémiose typiquement plastique, et c'est aussi l'index de processus fantasmatiques, pour certains, ou de décryptage, une topologie constituée de nappes, de vagues gestuelles du côté de la production, et de chemins d'exploration multidimensionnels du côté de l'interprétation. L'épaisseur, en l'occurrence, c'est celle des empreintes des gestes du peintre, celle des matières soumises à des forces, celle des couches et des fragments de collage réels ou simulés, d'assemblage, etc. Celle des couches converties en strates
par une actentialisation des figures plastiques, celle des déformations, des masquages et toutes opérations qui suspendent ou compromettent la reconnaissance iconique. Je note aussi en passant que pour suivre Parette, et je lui donne raison, il faut entendre ici matière, puisque j'ai parlé de matière, non pas comme matériau dans une perspective ontologique, mais comme il nous le rappelle, Armand Parette, comme résistance, persistance et pas comme existence, autrement dit, ce qui est en proie aux forces de la dynamique figurale. Le tressage, je parlerai de l'autre forme tout à l'heure, le tressage est une topologie directement inspirée de Damisch, notamment dans l'introduction du dossier Calandro et Mengoni et dans l'article de Lutz qui lui est spécialement dédié. D'un côté, le tressage, en rompant avec la planéité, implique d'emblée des modes spécifiques de composition dont les arts textiles fournissent une partie substantielle des variétés. C'est la part de la matière et du geste. D'un autre côté, le tressage invite à des explorations où la vue s'arrime nécessairement avec le toucher, la sensorimotricité, voire la proprioception, notamment quand elle éprouve la vibration au sein de ce triage. Et alors, les croisements intersensoriels ne sont plus des figures de rhétorique dont la vue serait le plan de référence, mais des interactions pacifiques ou conflictuelles entre des régimes sémiotiques du sensible concurrents et coopérants à la fois. Alors, les rapprochements avec les trames et les entrelacements textiles jusqu'au nœud borroméen de Lacan sont à la fois très suggestifs, mais à mon avis peut-être trop spécifiques. Ils sont d'abord représentatifs d'une figure topologique qui était en vogue dans les années 70-80. Je rappelle que le motif structural de la tresse était déjà explicitement convoqué et commenté par Barthes dans SZ en 1970 précisément. Mais ils sont un peu trop spécifiques parce que les épaisseurs picturales ou même les épaisseurs textuelles et discursives, parce que moi je parle aussi de l'épaisseur discursive, ne sont pas nécessairement organisées sur le mode régulier et systématique d'un tramage et d'entrelacement. On pourrait alors, par précaution, tout en conservant la perspective de la tresse comme un des cas de figure, on pourrait considérer qu'à minima, on a affaire à des couches, que ces couches sont associées et disposées dans une ou plusieurs strates, dans une figure globale de stratification. 3, que chaque couche peut passer d'une strate à l'autre, une seule fois ou périodiquement. Et enfin, que ces changements de strates produisent des figures dynamiques. L'épaisseur de l'œuvre serait alors saisie comme une configuration topologique complexe, riche de potentiel métamorphique et de signification associée, mais sans passer nécessairement par la métaphore textile. Alors, reste la question de l'art. La topologie du tressage ou de la stratification ne sont pas, me semble-t-il, spécifiques aux œuvres d'art. Il faut donc trouver une voie complémentaire pour tenter de donner un statut sémiotique spécifique à l'art dans cette perspective de la tresse. Si on fait l'effort de ne pas poser l'art comme une ontologie particulière préalable à l'analyse, on peut s'interroger sur ce qu'est l'effet de l'art, comme effet de sens, comme index d'une signification à construire, et l'artistisation comme processus indexé. Il se trouve que depuis 1 an et demi, au CRS, nous sommes un petit groupe à travailler sur un peintre qui nous pose exactement ce problème. On en a déjà parlé en plusieurs occasions. Il s'agit de Georges Laurent, un peintre limousin, qui a produit une œuvre de plusieurs milliers de tableaux et qui n'ont jamais été évalués par personne, qui n'ont jamais été exposés, qui n'ont jamais été appréciés par quelque public que ce soit, si ce n'est par le peintre lui-même et sa famille, et maintenant nous. Autrement dit, la question de savoir en quoi peuvent-ils être des œuvres d'art, en quoi produisent-ils l'effet de l'art, on a bien sûr beaucoup d'hypothèses et on se pose beaucoup de questions, mais je crois que c'est
la question qu'il faut se poser, non pas poser au départ qu'il s'agit d'art, mais s'interroger sur ce qui produit l'effet de l'art. D'ailleurs, le peintre lui-même a laissé quelques témoignages. On a là aussi l'autre avantage d'avoir dans l'équipe l'héritier et le fils de Georges Laurent, qui a recueilli certains de ses propos, qui ne nous aident pas forcément à comprendre, parce que les effets souhaités par un artiste ne sont pas forcément les effets induits, mais enfin quand même, ça aide un peu. Alors, moi, je peux passer, comme on passe en ce moment avec Nicolas Cognas assez souvent, par Hannah Arendt. En résumé et cavalièrement, l'œuvre d'art, pour elle, résulte d'une réification, la plus radicale qui soit, qui se caractérise à la fois par son caractère contingent et son caractère intransitif. C'est une œuvre qui ne revendique aucune utilité et qui dépasse toutes les formes de vie surdéterminées, notamment celles qui conduisent à la mort. Et je la cite, dans le cas des œuvres d'art, la réification est plus qu'une transformation, c'est une transfiguration, une véritable métamorphose dans laquelle, dirait-on, le cours de la nature, qui veut réduire en cendres tout ce qui brûle, est soudain renversé, et voilà que de la poussière même peuvent jaillir les flammes. C'est quelque chose qui fait directement écho à ce que Anne disait tout à l'heure à propos de l'événement Zilberbergien et son caractère concessif, puisque la transfiguration qui permet d'échapper à la mort est typiquement une figure et une métaphore qui est de nature concessive. Puisque l'œuvre d'art échappe par là à l'alternative déterministe entre la vie et la mort. Une autre approche est celle de Jean Petitot. Bonjour Jean, on t'a vu tout à l'heure. Je ne savais pas que tu serais là. L'effet de l'art est le produit d'un processus de singularisation qui se manifeste très précisément par des agencements non génériques dans l'œuvre. Le non générique n'est pas un accident ou un aléa, mais le résultat d'une recherche de quelque chose qui serait un point de bascule. Comme dit Cognas, une partie des ressources génériques de la composition sont agencées d'une manière non générique qui ne peut advenir qu'une seule fois dans telle œuvre et pas dans une autre, sinon en la répétant. Le non générique est en général, dans les exemples commentés par Jean, un agencement topologique appartenant spécifiquement à la dimension plastique qui produit une figure hétérotope au sein de l'espace de représentation. Et même des éléments constitutifs de la perspective, donc de la représentation iconique, peuvent dans ce cas être détournés au profit de cette topologie alternative et singulière. Je crois que ce type de processus est très précisément analysé de manière un peu plus générale, en élargissant la perspective, dans la contribution dans le dossier de Lucien Massert. Pour lui, la figure, au sens de Franck Castel, est un second degré d'articulation au-delà ou au-dessus de la perception immédiate. La figure établit et suggère des rapports virtuels et possibles entre les éléments plastiques, voire plastiques et iconiques. C'est d'ailleurs peut-être un quatrième sens du tressage, puisque de quoi est constitué ce suprasensible, ce supraperceptif, si ce n'est d'une topologie qui entrelace des impressions. Ces éléments étant toujours recombinables, comme dans un réseau dont on ferait varier le poids relatif des nœuds, la figure est en soi, dans sa constitution et sa définition, un métamorphe. Lucien Massart fait même l'hypothèse, qu'il étaye par des exemples précis, que la figure est déjà présente dans les esquisses et les études préparatoires des œuvres d'art. Par exemple, celle de la mort de Sardanapale, de Delacroix, qui donne à voir la dynamique des masses et les vagues des tracés en mouvement. Massart assimile la figure en ce sens, je le cite, à un schématisme dynamique qu'il commente en faisant le parcours de plusieurs auteurs, comme une vision involontaire, un oubli de la reconnaissance iconique, une condensation de l'impression plastique, une seconde lecture qui produirait une déformation cohérente du sensible. Ça vient de Grémas, sous la plume de Massart. C'est ce processus dont j'ai tenté récemment de rendre compte dans des travaux qui ne sont pas encore publiés, qui ont été évoqués ici ou là,
et qui du coup pourront bénéficier de cet apport essentiel qui est ce dossier et les propositions qu'on y trouve. J'ai tenté d'articuler le processus de la perception immédiate qui identifie des éléments iconiques et plastiques et celui que j'appelle celui de l'intuition transsensible qui associe, on pourrait dire tresse si vous voulez, mais en tout cas qui associe ces éléments dans des schématismes en suivant le parcours intuitif qui va des impressions jusqu'à l'imagination créatrice en passant par les mécanismes d'interprétation, la plupart du temps anagogiques. Et dans cette perspective, moi j'ai fait l'expérience que l'analyse sérielle trouve une place décisive et sans doute majeure. Elle est évoquée dans ce dossier au moins 2 fois, d'abord par Edeline, et la circonstance est vraiment très, très significative, dans l'entretien avec Scaliandro, qui lui pose la question sur le moment modélisateur de la perception artistique. Et il répond, Edeline, que l'une des méthodes pour s'en saisir consiste à mettre de l'ordre dans des séquences d'images, dans des collections d'œuvres, pour trouver les points de permutation et les principes de la sérialité, c'est-à-dire pour découvrir le schématisme en question. Et le schématisme, évidemment, il se construit et il se repère, pas seulement dans la prise, mais dans les reprises qui le confirment. Et d'ailleurs, ce sont des reprises qui ne sont pas des reconnaissances au sens iconique, mais des reprises qui en appellent d'autres, et quand on entre dans ces reprises, on s'attend à tout moment à ce que le schématisme se transforme, évolue et produise d'autres effets. Ensuite, Massart aborde dans le même esprit les séries d'esquisses et d'études préparatoires de Picasso, notamment pour les Demoiselles d'Avignon. Et on voit très clairement dans cette étude que la série, c'est vraiment le révélateur de la figure, l'indice de son moment d'unité, ainsi que des points de permutation et de variation autour de ce moment d'unité. Comme l'écrit ou l'a dit Stéphania, c'est le moment modélisateur en quelque sorte. Enfin, c'est pas comme ça qu'elle le dit, mais je décline à partir de moments d'unité. Alors, prudemment, mais quand même fermement, je ferai volontiers l'hypothèse avec tous ses collègues, en commençant par Franck Castel, en terminant par Massart, et en passant par Petit E ou d'autres, que la figure, enfin ce que Massart appelle la figure, et son vecteur, l'intuition transsensible, qui est peut-être une forme de tressage des impressions, constitue un point de départ, je trouve très prometteur, pour caractériser non seulement l'effet de l'art, mais le processus d'artistisation de l'œuvre. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci Jacques. Merci. On continue. Je passe la parole à Tarcisio. Tarcisio, quando vuoi. Bonjour, merci à tous. Merci à Angela et à Stefania pour l'invitation à ce séminaire, et aussi à Véronica et à Juan. Est-ce que je peux parler en italien? Pourquoi je crois que mon italien c'est mieux compréhensible aussi aux amis français qui ne parlent pas italien. Il y a des problèmes? Ok, grazie. Allora, ringrazio innanzitutto Stefania e Angela per essere tornate a tematizzare la questione della semiotica dell'arte, che come ricordava Juan nella sua introduzione è un po' scomparsa dall'ordine di riflessione della semiotica come oggetto specificamente tematizzato e spesso confusa semplicemente con una semiotica dell'immagine, con uno studio delle immagini, come succede ad esempio dentro i visual studies, in cui l'idea di arte è completamente diluita dentro quella di immagine. E attraverso questa ritematizzazione ringrazio anche per il recupero del lavoro del pensiero di quelli che erano stati, come dire, i pionieri di questo percorso di ricerca, in particolare con Hubert Damisch e Louis Marin, che ritornano frequentemente all'interno degli articoli di questo testo. Allora, l'arte, come sappiamo, è un oggetto di difficile definizione, ne abbiamo ascoltato adesso, ho inseguito alcuni tentativi di definizione. Io penso che la definizione migliore rimanga quella
di Nelson Goodman, che suggeriva in forma anti-essenzialista di spostare l'interrogazione dal che cos'è l'arte al quando è arte. Nel senso che quello dell'arte, più che un sistema di opere, è un campo di pratiche. È un campo di pratiche sociali differenziato e complesso, che ha come proprio, come dire, gioco di funzionamento quello della ridefinizione continua delle sue proprie stesse regole. E l'idea di uno spessore dell'arte, che dà il tema, il titolo a questo dossier, mi sembra interessante perché, come emerge da diversi articoli, questo spessore è propriamente l'esito del modo in cui si depositano e si stratificano le regole dello stesso gioco artistico all'interno delle opere. Dunque, una forma di spessore, di passero dell'arte dentro l'opera d'arte non è soltanto quella legata, appunto, come appena ricordato, alla tridimensionalità dell'opera stessa, alla stratificazione del lavoro con i diversi materiali, ma è anche quello della costituzione di forme particolari di soggettività o della stessa messa in crisi della soggettività dell'artista, come succede ad esempio nel lavoro di, come mostra nel suo articolo Angela Mengoni, la messa in discussione delle forme di soggettività artistica che giocano e si trasformano all'interno del lavoro artistico. L'opera di fatto è in questo modo il luogo in cui le pratiche artistiche si sedimentano, ogni volta in modo diverso, in modo particolare, in modo singolare. Un esempio appunto nell'arte contemporanea in cui con ogni evidenza il campo di referenzialità, diciamo così, del lavoro artistico non è più costituito dal confronto con un mondo esterno, ma è costituito da un confronto sistematico con il mondo dell'arte stessa, che è un lavoro di convocazione di altre forme artistiche, laddove noi abbiamo, come dire, una definizione artistica che ancora rimanda con tutte le sue trasformazioni a un modello albertiano, per dire, in cui, come dire, l'opera è quella in cui il mondo esterno prende forma. Oggi l'opera d'arte è quella in cui l'esperienza artistica è in gran parte il mondo in cui l'esperienza artistica prende forma in dialogo con le altre esperienze artistiche. È un luogo del confronto delle esperienze artistiche. Quello che è, ad esempio, uno dei temi correnti nella ricerca extrasemiotica, ricerca culturale, ad esempio di Visual Studies, che è quello dell'anacronismo, a cui appunto, anche grazie ad Angela abbiamo dedicato un numero di carte semiotiche, nel quale Lucia Corrain ha curato un numero. L'anacronismo ha a che fare con una questione appunto di convocazione di forme diverse all'interno di una certa organizzazione testuale, laddove per la semiotica, rispetto agli altri approcci, è interessante andare a vedere come questa convocazione non sia semplicemente un lavoro di, come dire, lineare recupero e disposizione, ma un lavoro di stratificazione a sua volta. Come dire, il mondo che viene convocato attraverso la prassi enunciativa che richiama il mondo artistico all'interno dell'opera è un lavoro di stratificazione, che comporta modi di esistenza diversi di ciò che viene convocato. Penso che questo sia uno dei contributi importanti che il lavoro semiotico può dare nel dialogo con le altre discipline che si occupano di immagini. Anche questo credo che emerga in alcuni degli articoli presenti in questo dossier, che appunto ha il pregio anche non soltanto di mostrare, forse più ancora, ovviamente c'è, che il modo in cui la semiotica come corpus di metodi e modelli può andare a lavorare sull'arte, come l'interrogazione dell'arte stessa faccia emergere una serie di temi e di problemi che vengono elaborati, come dire, indipendentemente dal lavoro semiotico, ma in alcuni casi corrono parallelamente alle interrogazioni e alle domande del lavoro semiotico. Ovvero, interrogando l'arte, il semiologo trova, come dire, altre forme di confronto con problemi affini e confrontanti, a cui l'arte ovviamente dà
risposte diverse, rispetto ai quali credo che sia interessante appunto entrare in dialogo, entrare in discussione e provare con ovviamente i propri mezzi e i propri strumenti a disimplicare il lavoro di riflessione sul senso che l'opera d'arte stessa propone che fa, che il lavoro stesso, artistico stesso fa. Ecco, questo era molto sinteticamente il mio contributo di commento a questo dossier, anche perché essendo un autore di uno degli articoli mi sento anche un po' in imbarazzo poi ad entrare dentro il contenuto degli articoli stessi. Grazie di nuovo. Merci Tarcisio. Peut-être on donne la parole à Isabelle et après vous reprenez Angela et Stéphanie si vous voulez à la fin le débat et vous le relancez comme vous voulez. Isabelle. Grazie Juan, anch'io parlerò in italiano anche a beneficio di qualcuno che ci stesse ascoltando e anch'io farò in realtà un breve commento. Beh, anzitutto, come dire, sottolineo ciò che ha detto Juan Alonso all'inizio, cioè l'importanza anche di fermarsi a presentare, a discutere i lavori che si fanno, perché anch'io ho l'impressione che c'è una ricchezza straordinaria di pubblicazioni in questo momento. Forse alcuni vi vedono un ritorno dell'interesse per la semiotica. Sicuramente, diciamo, la semiotica è ricca di giovani anche che come dire, rilanciano i suoi temi, e questo è sicuramente un elemento positivo, ma in questa accelerazione appunto bisogna anche forse fermarsi a riflettere e, come anche il tema di questo numero, stratificare i contributi, le novità. Ecco, dobbiamo stare attenti a non passare da un momento in cui qualsiasi proposta era messa al vaglio e accettata o rifiutata sulla base della sua conformità o a determinate visioni, e invece un momento in cui ognuno va un po' per la sua strada. E in questo senso mi è sembrato molto opportuno, anche questo è già stato detto, dedicare un numero proprio alla semiotica dell'arte, un numero di Acte Semiotique, che dai tempi in cui si è discusso sulla figuratività, sull'astratto, eccetera, era un po' rimasta indietro, se vogliamo così, e dire così. E dall'altra parte questo numero effettivamente è stato detto, e lo sottolineo ancora, riprende le fila di una riflessione che ha avuto dei maestri importanti. Sono stati citati Maren, Damisch a più riprese, in particolare per questo tema della treccia, ma vorrei anche proprio sulla questione dello spessore, vorrei ricordare anche Omar Calabrese, e forse anche sulla questione dell'arte come adesso non mi viene la parola, strumento, ma non è esattamente quello che voglio dire, come modalità di riformulazione del nostro mondo, sia dal punto di vista categoriale e anche sensibile, anche il lavoro di Jacques Geminasca, che è stato molto importante in questo senso. Quindi mi sembra utilissimo, come dire, riprendere questi temi e rilanciarli. E mi sembra interessante anche questa idea di dialogo con le altre discipline, che forse dai visual studies appunto alle varie teorie
sull'immagine hanno un po' maggiore visibilità. Ecco, questo è un vecchio problema che è emerso anche, per esempio, rivedendo il lavoro, l'opera di Paolo Fabbri, che ci raccontava anche Gianfranco Marrone, che vedendo la sua biblioteca scopriva che erano molti più i libri di altri autori che non i libri di semiotica. Cioè il fatto che normalmente siamo noi che leggiamo gli altri e non viceversa. E dunque che mi chiedo se, cioè penso che sicuramente non è sufficiente dedicare un numero di una nostra rivista alla nostra prospettiva, al nostro modo anche di desiderare un dialogo, ma forse bisogna appunto fare qualcosa di più, cioè mettere questa strategia, ampliare questa strategia. Allora, per esempio, come adesso a Urbino abbiamo discusso molto della relazione fra sociosemiotica e l'opera, per esempio, di Bruno Latour. E quello è un caso in cui diciamo, un non semiotico come Latour è stato convocato e invitato e anche ha assunto dei concetti semiotici nel suo lavoro, li ha in qualche modo fatti esplodere all'interno delle discipline della sua disciplina e in qualche modo noi oggi andiamo a riprenderceli e vedere come questo dialogo ha funzionato e è diventato produttivo. Ecco, quindi per esempio questa andata e ritorno dei concetti semiotici, della visione semiotici in altri autori mi sembra un elemento interessante. Cioè bisogna individuare degli interlocutori. Non mi sembra che Angela in particolare ha detto che ci sono degli interlocutori possibili. Ecco, io penso che fare in modo che la prospettiva semiotica sia riconosciuta al di fuori della semiotica dipenda proprio dalla capacità di individuare degli interlocutori e di coinvolgerli, nel senso che magari è possibile che ci siano degli storici o degli studiosi di arte, dei teorici dell'arte che magari appunto leggono Maren, leggono Damisch, ma che poi non leggono il resto dei semiotici. Quindi si possono usare dei concetti come diciamo cavallo di Troia per entrare nel merito. Questo per quanto riguarda la strategia di diffusione, diciamo così, di una prospettiva semiotica. Detto questo, ho trovato che il numero è molto interessante e mi sembra anche che sia già stato, non so se voi, io purtroppo ho dei lavori fuori, ma spero che voi non sentiate questi rumori. Ecco perché ho le cuffie. È già stato fatto, in particolare da Fontaine, un lavoro di come dire, tipologia dei testi. Mi sembra che i testi raccolti in questo numero sono rappresentativi anche di tanti possibili filoni di ricerca, di temi di ricerca che sono importanti. E sicuramente è stata ripresa, sottolineata questo tema dell'anacronia e dei dialoghi fra le opere, che mi sembra molto pertinente per quello che è il lavoro semiotico. E mi sembra anche molto interessante questo lavoro sull'arte contemporanea, lo sottolineerei, perché l'arte contemporanea è forse quella più
enigmatica, più difficile da penetrare immediatamente, essendo molto spesso priva di un piano figurativo che ci potrebbe dare l'impressione di coglierne un senso, e al tempo stesso quella, se vogliamo, più branché, più mobilitata sui temi critici del nostro essere. Io appunto non sono un'esperta, non sono, e devo dire che quando leggo queste le analisi semiotiche ben fatte come quelle che ho trovato in questo numero, ne provo veramente una profonda gratificazione, cioè ho l'impressione davvero di comprendere di più, e penso che questo sia poi l'obiettivo dal punto di vista di un destinatario ideale, di un lettore ideale, cioè il fatto che effettivamente una lettura semiotica con la sua analiticità, con la sua capacità di descrivere, che non è da tutti, perché molti scritti dei critici d'arte si limitano spesso a esprimere dei giudizi o appunto a rimandare a un discorso già organizzato, già predisposto. Ecco, invece mi sembra che questa valenza analitica abbia veramente una significatività, come dire, che può raggiungere chiunque in qualche modo, no? E penso che questo sia una specificità del lavoro semiotico che va sottolineata. Bene, non voglio dilungarmi, vi ringrazio anche per avere appunto proposto questa presentazione, appunto, che ricomincia una serie, spero, di presentazioni Phaedros. Diciamo, quello che abbiamo imparato forse anche da questo triste periodo dell'isolamento e del Covid è stato proprio quello di poter discutere, di poterci incontrare anche non solo spostandoci qua e là nel mondo, e questo penso che vada assolutamente mantenuto e continuato. Anche perché se questi nostri incontri possono essere registrati e poi conservati, sono sicuramente una ricchezza a disposizione dei tanti interessati a questi temi. Io ho visto che c'è Tarcisio, c'è Lucia, penso che anche la stessa Angela e Stefania, dato che è abbastanza presto, io penso che potrebbero dire anche loro qualcosa del loro articolo, non ci vedrei niente di male. Grazie. Merci Isabella, je suis tout à fait d'accord. Il y a plusieurs auteurs et non-auteurs qui peut-être auraient des choses à dire. Donc Angela, Stefania, Lucien, Tarcisio, Veronica. Anche Petitot, Jean Petitot. Peu importe, Lucia. Oui, je vais peut-être prendre juste 2 mots pour... Je crois que Lucien... Ah, pardon. Il me semble que Lucien voulait parler, mais on ne vous entend pas. Non, on ne vous entend pas. Peut-être il faut se déconnecter, vous déconnecter, vous reconnecter. On peut peut-être laisser Stéphania s'exprimer pendant que Lucien cherche. Oui, juste voilà, remercier les intervenants dans ce débat parce qu'ils ont donné des lectures croisées très intéressantes, riches. Et voilà, je voulais juste réagir un petit peu au commentaire de toi, Jacques, quand tu disais l'épaisseur à l'œuvre, l'épaisseur de l'œuvre. On a beaucoup réfléchi, chaque mot de l'introduction avec Angela, on l'a vraiment pesé, hein, c'est parce qu'on savait aussi l'importance qu'il pouvait avoir sur l'ensemble du dossier.
Et finalement, nous avons opté plutôt par l'épaisseur à l'eau, non pas pour jouer seulement sur les mots, mais justement pour cet aspect que tu dis des sédimentations, des stratifications, mais qui en fait, de notre point de vue, n'est jamais statique, qui implique aussi un mouvement, tu disais, entre les couches, entre les strates, donc c'était une manière pour remettre la topologie en mouvement selon les regards, les fissures qu'on apporte. Mais je vois que Lucien, entre-temps, s'est reconnecté, donc je lui laisse la parole et peut-être aussi, je ne sais pas si Jean, un petit peu, souhaite ensuite réagir. On a beaucoup parlé des topologies, voilà. C'est plutôt intéressant d'entendre aussi vos réactions. On ne vous entend pas, Lucien. Ça ne marche pas. Je pense que le mieux, c'est de vous déconnecter et vous reconnecter ensuite. Parfois, ça Oui, ça résout le problème et ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà. Bien, est-ce qu'en attendant, il y a quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir? Marco Meneghelli, je crois qu'il a levé la main. Oui. Buongiorno, hello. Il mio francese è molto di un livello, lo capisco, ma parlarlo non ve lo consiglio. Ho visto che ci sono persone che hanno parlato in italiano, i semiotici italiani e le semiotiche, insomma, anche in francese, Mengoni e Stefania. Ma volevo semplicemente, siccome avete fatto, io Marco Meneghelli sono filosofo, diciamo, ecco, diciamo, di estrazione, rispetto a quello che diceva Isabella, la professoressa Pezzini, Isabella Pezzini, io fin dai tempi in cui studiavo filosofia a Milano, la semiotica, anche quella, diciamo, della linea di Roland Barthes, diciamo, di Saussure, insomma, quella, quindi non necessariamente, fino a Greimas, ma non necessariamente Peirce-Eco e Derrida, eccetera, insomma, poi, come sappiamo, sono ambiti di studi che hanno tantissime relazioni fra di loro, che non sono neanche del tutto analizzabili, insomma. Ma per dire Fontani, io l'ho letto più avanti, dopo laureato, e ha un'impostazione semiotica francese, neogreimassiana, classica. Quello che voglio dire a Isabella Pezzini è che non credo che le altre discipline siano disinteressate alla semiotica. Per esempio Stefano Bartezzaghi, che è un grande allievo di Umberto Eco, ha un modo bellissimo di raccontare la semiotica in maniera anche molto divulgativa. Quello può essere un Trojan, come diceva Isabella Pezzini, un modo per divulgare in maniera rigorosa e colta la semiotica. Quindi è sempre una questione di linguaggio, come faceva anche Umberto Eco. E appunto è Umberto Eco che volevo rifarmi rispetto alle osservazioni che ha fatto Angela Mengoni, che mi hanno stimolato, ma tutte, anche Stefania, sulla condensazione nell'arte, l'arte come forma di condensazione, potremmo dire come Jean Petitot e Weierstrass, punto di accumulazione, no? Punto di densità analitica. Quindi ci sono aspetti topologici, matematici, analitici nell'arte. Mi viene in mente quello che diceva Stefania, David Foster Wallace, per esempio, no? Pertanto tutti i vari aspetti condensati in un unicum che è l'opera d'arte. Ma rispetto invece a quello che diceva Mengoni, mi è piaciuto molto la sua affermazione un po' provocatoria, poi mi ricollego a Agé, sulla provocazione estetica, perché dice perché deve esserci un limite inferiore, lo chiamava un limite inferiore alla semiotica generale Eco, un limite inferiore alla semiotica, qualcosa di non semiotico, di inanalizzabile semioticamente. Mengoni ha usato il termine, allora che l'ho scritto, non Mengoni, Elkins, non Mengoni, io per me Angela Mengoni. Sì, ma era un problema sul plastico, no? Il plastico non è subsemiotico, è una dimensione piena. No, ma tu hai detto che, mi pare Angela che hai detto che non c'è niente di subsemiotico, hai detto qualcosa di simile. Ho detto che Elkins sbaglia quando dice che le logiche del sensibile per noi non sono semiotiche. Ecco, infatti siccome questo è un tema, come dire, ancora dibattibile, perché
anche Isabella Pezzini ha detto il non semiotico e il semiotico, il filosofico e il non filosofico. È vero, io sono filosofo e quando parlo ai non filosofi, che uno dice ho fatto filosofia al liceo, allora all'école superiore, allora magari alla scuola superiore diciamo in italiano, allora magari un po' di filosofia la conosce. È chiaro che le competenze, c'è una competenza semiotica specifica, per esempio se facciamo al Gray Mass, le ha spiegate benissimo, però l'ambito del non semiotico esiste, se no, il problema è questo. Porre limiti inferiori alla semiotica può essere, come dire, un po' schizzinoso, squishy, direbbe la ministra italiana, nel senso che effettivamente ciò che c'è va studiato, ma il problema è tutto ciò che c'è è semiotico e in che senso va interpretato semioticamente ciò che c'è. E c'è un'unica semiotica, direbbe Deleuze, in 1000 piani, alcuni regimi di segni, o ci sono più semiotiche. Cosa intendiamo per semiotica? Quella doppiamente articolata, no? Quella presignificante, quella post-significante. Ecco, allora, non tutto ciò che c'è è semiotico. In una certa visione pansemiotica tutto è segno, però nella teoria di Peirce, per esempio, nel Peirce anticartesiano, che poi in realtà continua fino alla fine questo discorso anche con il sinechismo, cioè estende il discorso, ma la semiotica peirciana direbbe Deleuze è una semiotica razionale, filosofica, no? Logica, una logica semiotica. Quindi, insomma, credo che il tema posto da Mengoni e dalla stessa Pezzini è un tema molto importante, cioè cos'è degno, tra virgolette, di essere studiato e ricercato, direbbe Socrate, no? La ricerca è degna della vita, una vita senza ricerca non è degna, però non tutto è ricercabile, evidentemente qualcosa va tralasciato, quindi dico quando diceva ci sono dei limiti, beh i limiti ci sono e vanno posti, però dobbiamo appunto porre i limiti giusti, e qui mi riconnetto a Eco sull'essere, sul testo sull'essere, no? Lo zoccolo duro della semiotica, lo zoccolo duro dell'essere. Scusa, ancora Marco, aperte. perdonami, grazie delle osservazioni, però dobbiamo anche dare la parola. No, prego, volevo dire soltanto dirgli a Ges Limbei, Ages Lin, non ti sento. Volevo dire interessantissimo, anche riconoscendo quello che diceva Pezzini, il discorso sulla provocazione estetica, perché lì è molto bello, più che l'arte contemporanea, che vabbè, Abramovic, eccetera, è interessante il contemporaneo dell'immagine, cioè il fatto che la provocazione estetica non è solo artistica, e poi è un ambito gigantesco la provocazione estetica, no? Cioè provocare, la scena provocatoria, cioè provocare esteticamente poi le donne lo sanno benissimo, adesso non voglio fare il misogino, ci mancherebbe, io amo moltissimo le donne e sono godardiano, però voglio dire, cioè la provocazione dell'immagine, provocare con l'immagine, intenzionalmente o meno, è un ambito gigantesco da studiare, Marco. nel rapporto tra semiotica dell'immagine e semiotica dell'arte. Merci. Grazie veramente ai bellissimi contributi a tutti voi. Merci beaucoup. Son contributo. Grazie. Merci. Jean Petitot. Oui, merci. Alors, c'est un numéro vraiment passionnant, là, et je crois qu'on peut vraiment féliciter, comme on l'a déjà fait Stéphane et Angela. Je me bornerai à une petite remarque à propos de la notion de point de vue non générique qui a été évoquée par Jacques. Ce serait une petite remarque historique, c'est-à-dire d'où vient cette idée. Alors, elle concerne uniquement la peinture figurative, c'est-à-dire qui représente des scènes perceptives, hein, que ce soit des tableaux à la Renaissance ou des tableaux contemporains. Hein. Pour l'art abstrait, ce concept n'est plus du tout pertinent. Alors, le problème est très simple. Quand on a une scène figurative, toutes les figures de la scène figurative sont reliées par des relations spatiales. Comment rendre des relations spatiales sémiotiques, c'est-à-dire leur donner une signification supplémentaire en évitant simplement des phénomènes de symbolisation, de métaphorisation, etc. Il faut qu'il y ait quelque chose dans la géométrie de la relation spatiale qui fasse qu'elle puisse aussi être sémiotique. Et alors, une des possibilités, c'est de jouer sur la composition, sur la géométrie de la composition, hein, par exemple en jouant sur les points de vue ou des choses comme ça. Et alors, l'idée de non-généricité, c'est-à-dire le fait qu'il y a une géométrie des relations spatiales qui est liée à un point de vue unique et qui disparaît
dès qu'on change un tout petit peu le point de vue, est un outil, il y en a d'autres, hein, mais c'est seulement un outil. Et j'aimerais dire que cette idée est apparue, je sais vraiment le jour où elle est apparue, c'était en relation avec des discussions avec Louis Marin, Hubert Damisch, Daniel Arras et Thomas Martone, dans le magnifique colloque sur Piero della Francesca qui a été organisé par Umberto Eco et Omar Calabrese à Anghiari en 1983. Et on avait beaucoup parlé de Piero della Francesca, qui est un des grands inventeurs de la perspective, mais qui en même temps, dans ses tableaux, écrase la tridimensionnalité de la perspective pour reconstituer des géométries bidimensionnelles, en écrasant certaines des dimensions tridimensionnelles. Et les deux exemples qu'on avait beaucoup discutés, c'est deux annonciations, la fameuse annonciation du polyptyque de Perugia, avec cette extraordinaire perspective qui finit sur un mur de marbre, et surtout l'annonciation du cycle d'Arezzo, qui est découpé en 4 parties, avec un point de vue pratiquement non générique, mais pas tout à fait. Et Marin nous avait expliqué que si on bougeait un peu et si on arrivait à un point de vue non générique, à ce moment-là, toute l'architecture s'écrasait et on voyait apparaître, elle dégénérait en une espèce de croix qui coupait le tableau en 4, et les 4 parties étant occupées par l'ange, la Vierge, Dieu, le Saint-Esprit, et une fenêtre énigmatique ouvrant sur, on ne sait pas très bien quoi, sans doute sur l'histoire. Alors derrière, il y a des méthodes d'anamorphose, et en hommage à Calabrese, j'avais écrit un article sur Felice Varini et Georges Rousse. Je ne sais pas si Felice Varini, d'origine italienne, enfin, est connu. Enfin, et alors, eux, ils prennent des photographies tridimensionnelles de perspective, et en mettant des motifs tridimensionnels qui, quand on est à un point précis, s'écrasent complètement et font émerger des compositions bidimensionnelles. Donc, vous avez l'impression qu'il y a des formes suspendues dans l'air, mais en fait, ces formes sont collées sur les murs, et avec un point de vue spécial, vous voyez émerger quelque chose et que vous pouvez sémiotiser. Alors, je crois que là, il y a quelque chose de très intéressant, qui est de voir comment les artistes peuvent jouer sur la géométrie des compositions pour faire que la perception devienne plus que de la perception. Parce que la sémiotisation de la perception est un problème vraiment compliqué. Parce qu'il ne faut pas que la signification supplémentaire, la sémiotisation, soit externe, soit simplement rajoutée. Il faut qu'elle soit immanente. Donc, comment arriver à sémiotiser de façon immanente la géométrie de la perception? Donc ça, c'est un exemple, le point de vue non générique, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres qu'on peut étudier. Et ça, je crois que cette idée de sémiotisation immanente de quelque chose de non sémiotique, de données perceptives non sémiotiques, est vraiment intéressant. Voilà, c'est une petite remarque historique et un hommage à nos chers Marin, Damisch, Arras, hélas disparu, et Omar Calabrese et Umberto. C'était la belle époque. Bien. En tout cas, bravo Stefania et bravo Angela. Est-ce que vous voulez encore Stefania, Angela ou Lucia? Si vous voulez, Lucien peut-être? Non, ça ne marche toujours pas. On ne vous entend pas. Je peux peut-être tout simplement faire un bref commentaire et remercier d'abord aussi Isabelle qui nous a accueillis au sein du FEDROS et Jean Petitot pour ses remarques, aussi pour cette
très émouvante précisation historique. Moi, je trouve qu'il y a eu un moment où vraiment, même avec la théorie des arts, il y avait une relation qui était absolument centrale. Et c'est tout à fait encore vivante. Je crois que, comme disait Isabelle, il y a beaucoup de gens qui travaillent, des élèves aussi de Damisch de ma génération, même des générations après, qui sont en train de travailler sur des questions exactement des topologies, etc. Et, disons en général, autour de la notion d'objet théorique, qui est une notion qui est très proche de la sémiotique des arts. Donc là, il y a sans doute une possibilité. Mais non, j'étais très frappée par cette formulation très, très précise de Jacques Fontanier. C'est l'idée que l'art offre un moment, non, les moments modélisants de l'art. Et je voulais tout simplement souligner que, par exemple, une autre figure sur laquelle, pas une figure, mais un opérateur topologique sur lequel Damisch travaillait, je crois que c'est vraiment autour du moment qui venait de mentionner Jean Petitot maintenant, était celle de la pliure. Et c'est très proche de l'idée des tressages et d'épaisseur. Il parlait des pliures à propos de ces sols, par exemple dans la Pentecôte de Signorelli Urbino. Et donc, là où le sol est bien sûr un sol dans l'espace illusionniste profond de la figurativité, mais est aussi un échiquier qui revient à un certain moment, exactement quand ce point de vue non générique surgit, qui nous ramène sur les dynamiques du sensible. Et naturellement, ce que la sémiotique de Damisch de Marin a apporté est l'idée que cette logique du sensible qui à un certain moment apparaît et s'impose est productrice d'essence théologico-politique très profonde, non? Et donc c'est vraiment, je crois que c'est là la chose sur laquelle travaille la sémiotique des arts de Calabrese, naturellement, disons, grimacienne et post-grimacienne, mais sans doute aussi de la tradition du Centre Histoire et Théorie des Arts, aussi du Duberman d'une certaine façon. Donc, et l'autre chose, c'est par exemple, quand encore une remarque très intéressante sur la mise en série comme élément qui fait émerger les schématismes, non? Les schémas qui fait pivot pour faire la série. Par exemple, toutes les études warburgiennes, qui sont depuis 20 ans des études franchement super intenses avec beaucoup de chercheuses et de chercheurs qui travaillent sur ça. Ce n'est que ça, c'est ça la question. La pathosforme, elle est précisément cela. Et là aussi, la sémiotique a beaucoup de choses à dire. Donc, je crois que d'abord, merci parce que c'était des remarques très précises et très généreuses. Mais aussi, je crois qu'Isabelle a absolument raison qu'il faut trouver des moments de confrontation avec des collègues qui ne sont pas forcément des sémioticiens, comment dire, orthodoxes, peut-être qui n'ont pas tout la familiarité avec un métalangage qui est très spécifique pour nous, mais qui pourtant se pose exactement ce genre de questions. Donc, c'est un travail à faire, mais je crois que ça vaudrait absolument le coup. Merci beaucoup. Lucia peut-être veut intervenir. Je vous laisse la parole. Merci encore. On ne t'entend pas, Lucia. Voilà. Ciao. No, non ho nulla di particolare da dire, mi sembra davvero che l'arte contemporanea sia un modello, cioè sia qualcosa di estremamente interessante da mettere alla prova, forse di più che l'arte figurativa, ecco, questo sono perfettamente d'accordo e vedere anche le relazioni, cioè perché l'arte contemporanea si rifà al contemporaneo molto spesso e quindi ci sono queste relazioni da mettere, questi intrecci da portare, queste trecce per dirla con Damisch da riportare in superficie. Questo sono d'accordo. Grazie. Comunque grazie alle due infaticabili Stefania e Angela che hanno lavorato alla messa insieme di questo numero. Grazie mille. Grazie a te. Se posso?
Volevo aggiungere che il prossimo convegno dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici sarà sulla materia, si chiama semiotica elementale, con un neologismo piuttosto brutto, devo dire, ma penso che sarà una sede, la call è ancora aperta, si chiude fra una decina di giorni, il 30 settembre, ma penso che sarà un'occasione per continuare a riflettere sulla questione del sensibile e proprio anche delle sostanze, e ho trovato per esempio molto utile l'articolo di Parrette in questo senso, perché nel suo modo molto, molto capace di fare una sintesi ha indicato in poche pagine come tradizionalmente si è guardato alla materia e al sensibile e ha indicato anche delle vie possibili per approfondire questa questione, anche facendo degli esempi significativi. Me lo Quindi c'è anche racconterai tu, io non potrò esserci. mi dispiace. Impegnato in un altro convegno. Però, bene. Comunque cercheremo di registrare e Certo. di vederci prima o poi. Jacques a levé la main. Jacques? Oui, je voudrais, moi aussi, puisque c'est le moment des annonces, peut-être que vous n'avez pas tous appris ou remarqué que le samedi 22 octobre, à 9h du matin, Stéphania Caliandro va soutenir son HDR. Ah, C'est un très beau moment, je pense, qu'il faut anticiper. Voilà. Et je peux lui dire directement, parce que c'est l'occasion, ça vient de se régler ce matin même, je fais tout mon possible pour être présent. Voilà. Super, je ne pensais pas qu'il allait être annoncé là, mais bon. C'est pour vous dire que tout est possible, si vous voulez y aller, parce que moi j'ai fait de gros efforts. Voilà, la petite annonce. Et je crois que Jean Petitot a levé la main à nouveau. Oui, c'était seulement pour dire, à propos de l'art abstrait, si ça intéresse certains d'entre vous, je vous signale que Yvan Darrow et moi-même, on apprécie énormément un des grands abstraits français qui est mort il y a quelques années, qui est Albert M, sur lequel Jean-François Lyotard avait écrit un livre, et dont le thème fondamental, mais vraiment fondamental, enfin, il ne fait que ça dans son œuvre, c'est de voir comment des strates de peinture et des couches de peinture qui circulent entre strates peuvent se tresser. Donc, c'est vraiment un peintre qui a pris comme, comment dire, objet pratique, objet matériel, la représentation de cette théorisation de l'épaisseur artistique. Et il a beaucoup écrit, il a écrit plusieurs livres assez théoriques. Le livre de Lyotard est absolument magnifique. Donc, je vous le signale. Enfin. Donc, Yvan Darrow a pas mal écrit dessus, moi aussi. Oui, si je peux continuer, en fait, il faut voir aussi que la notion d'épaisseur, Damisch la développe à partir du travail des Rouen. Donc, c'est vraiment, si on veut chercher un modèle modélisateur, c'est peut-être dans l'art lui-même. Et en fait, c'est travailler vraiment très près des œuvres, ça amène à repenser nos modèles, effectivement. Voilà, c'est vraiment une démarche qui n'est pas seulement d'analyse, mais qui transforme la sémiotique elle-même. Je pense que c'est un point qu'on peut retenir pour essayer de comprendre aussi qu'est-ce que c'est une sémiotique de l'art, à quel moment l'art modifie la perception, comment on le fait, et
peut-être c'est là la définition de l'art, hein, de créer d'autres formes de perception aussi et d'autres modèles. Je ne sais pas. Ouais, Mi permetto di ringraziare tutti voi. Vive la sémiotique française e l'Acte Semiotique. Mi sembra che questa rivista sia molto bella, molto interessante. Temi, l'ho visto un po', ho visto l'indice, e quindi complimenti perché siamo tornati forse ai livelli dei grandi, no? Da Eco a Calabrese a Carimas. Mi sembra, io non sono un semiotico, diciamo, specifico, però mi sembra che avete fatto un grandissimo lavoro. E è bella questa rivista, è tornata, forse è sempre stata, non lo so, ho sentito il nome Acte Semiotique, ma mi sembra, è una rivista, no? È una rivista, non solo atti accademici, è una rivista, giusto? È una rivista, grazie. Grazie, ecco, grazie a voi, grazie a voi. Scusate l'intervento. Je suis désolée que Lucien Masser, qui vraiment ne puisse pas intervenir parce qu'il a beaucoup discuté aussi avec les autres auteurs et autrices. Franchement, je suis désolée, Lucien. Dommage. Ouais. Il nous écrira. Voilà. Ouais. Et ce sera avec plaisir que nous le lirons. Parce que la part de l'œil est un autre lieu très précieux pour ce genre de réflexion. Il faut absolument remercier Lucien. Voilà, merci beaucoup. Bene, direi che ci salutiamo e toccava a Juan dirlo, ma mi ha detto dillo tu, quindi lo dico io. Te lascio a te come direttrice della Fedros. Come Fedros vi ringrazio moltissimo e vi ringrazio anche di appunto avere sfruttato questo spazio e che rimane aperto. Ricordo che tutte le equipe sono richieste di inviare le loro informazioni anche direttamente a noi per farle pubblicare, e alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti, tutti, grazie. Grazie, a presto. Grazie A voi. Ciao. Ciao Juan, grazie mille. Ciao Angela, ciao. Ciao Stefania.